Top 10 all time. Tipeee, Tony Parker, Tout à fait. le plus grand basketteur français de tous les temps. Il fallait qu'on lui fasse une petite vidéo. Vous l'attendiez depuis quelques jours. Et ben on s'en occupe. Dans le Top 10 all time, c'est le lundi. Alors pour la team premier degré, le plus grand basketteur français de tous les temps, c'est pas par la taille. Eh non, c'est par l'impact, le Par le palmarès. talent. Tout le Le talent. talent, ça se discute. Oh là là. Le talent, il discute. Il y a des mecs qui discutent juste en talent, tu vois. L'impact. La Mais hiérarchie. impact, Le palmarès. palmarès, Le patrimoine. jusqu'où tu portes les couleurs de la France L'héritage. en international et en NBA. Exactement, l'ambassadeur. L'ambassadeur On en parle de ouf. Tipeee, numéro 9. Il fallait qu'on lui fasse une vidéo, vous l'avez tous vu, entendu, on a parlé aux quatre coins de la planète. C'était le lundi 11 juin 2019. Tony qui annonce sa retraite. On peut pas dire que c'était une surprise immense, tu Ouf. vois, genre. Mais c'était quand même Mais quand surprenant. même, moi Ouais. j'y croyais qu'il allait nous en faire une petite encore. Ben oui, forcément, on se disait, ah allez, quand même, t'en as encore dans les cannes, une bonne petite demi-saison avec les Hornets. Pour venir à Paris. Le match en janvier à Paris. En 2020, avec Eh les oui. Hornets et tout. Non, finalement. Non, il l'a dit lui-même. Tony, il a fait non. Ouais, vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les infos sur Trash Talk. On a fait notamment la traduction de son interview complète. Il est passé par tous les médias. On pense fort à Tony et à tous les fans de ce joueur parce qu'on a des milliers, des millions. Franchement, avoir connu Tony à ses débuts, dans son prime, sur la fin. Bah, ce qui est fort, c'est qu'il y a ceux qui l'ont vu arriver en NBA, qui suivaient déjà la NBA avant et qui l'ont vu débarquer en mode petit français. Waouh, ok, Ouais. d'accord, waouh, comment il assure le petit français. Il y a ceux aussi qui ont. Qui ont pris le bateau. Genre, c'est grâce à Tony Parker qu'ils suivent la NBA. Qui sont allés jouer sur un playground parce que les mairies ont dit putain, le basket en fait ça se développe en secret. Tu vois Eh oui. Les mecs qui avaient, qui étaient ados quand Tony Parker, dans les années 2000, bah, je pense que Tony Parker, il a eu un petit impact sur leur choix de sport. Exactement. Tu vois Comme Bibi par exemple. Je pense qu'ils auraient pu prendre rugby ou hand, puis bah, finalement, ils se sont dit, tiens, Moi j'avais prévu de faire Dis des donc. fléchettes et puis Tony est arrivé et j'ai fait du basket. Donc forcément c'est un top 10 plein d'émotions. On va se faire un top 10 all time. Pour ceux qui s'attendaient à un plan A3 parce que chaque lundi on varie un petit peu, Non, oui à un mais moment donné, il y a des circonstances. actualité oblige, on doit quand même rendre hommage à monsieur Tony Parker. Et donc top 10 all time, on va s'en occuper avec les plus grands moments. Alors on prend de la NBA, on prend de l'équipe de France aussi. Là il faut sortir la boîte à mémoire et à souvenirs. Parce qu'on a tous eu des souvenirs avec Tony, quel que soit le parquet, quel que soit l'endroit. Et donc forcément on va se faire ça, n'est-ce c'est pas? une carrière chargée en moment. Hein. C'est chargé au niveau palmarès, c'est chargé au niveau perf, c'est Bien chargé sûr. au niveau émotionnel, Ben oui, c'est chargé en défi, en challenge, enfin il y a beaucoup de choses. Hein, c'est chargé en quand tu y Spurs. penses. Aussi, Ah oui, pas mal. ça c'est clair que moi je sais pas pour toi, spoiler, hein, moi j'ai pas de moment Hornets là, dans Non. mon top 10. Pas dans le top 10. Il y a Des une mentions, Il y a oui. une mention, ouais. Mais, c'est des- tout, non, non. Pas dans le top Pour 10. le moment, non. Malheureusement, d'accord. il n'y en a pas. Non. Alors que Tony lui-même l'a dit, il y a eu un moment avec les Hornets qui était mal, on en parlera. Donc, bref, on s'installe peinard, on va pouvoir se le commencer tout de suite avec les mentions honorables de la carrière de Tony Parker. Qu'est-ce qu'on a mis, Alex? Qu'est-ce que t'as mis? Champion d'Europe espoir en 2000. Zadar. Oh, wesh. Vous pouvez voir d'ailleurs le documentaire Les Enfants de Zadar, qui a à voir avec un Boris Dio svelte. Monstrueux, avec un contre incroyable de Oh Boris là en là, finale. on est au bout du Un bout de Ronny la Turiaf face. énorme et Ouais. un Tony déjà bien dominant. C'est Hein. incroyable. 18 ans, bien dominant déjà. Bah Donc oui. oui, c'est une mention. Je l'ai pas mis dans le top 10. Non, tout à fait. C'est quelque chose d'important. Je pense que si Tony était là, il nous le dirait. C'est quand même fondateur de son amour aussi et de son Du envie maillot de bleu. faire des choses avec l'équipe de France. Bien sûr. Tu vois, quand tu vis ça comme ça à 18 ans avec l'équipe nationale et tout, forcément, ça te donne envie d'en connaître plus. C'est ce qu'il a. Mais je l'ai pas rentré dans mon top. top 10. Non, pareil, c'est ce qui va le mener à faire une carrière de folie avec le maillot bleu, et donc forcément on devait en parler. Nous avons, bah tiens, je vais mettre des petites mentions, un triple-double, il y en a un quand même dans la carrière de Tony. Ouais. Face aux Rockets en 2012, 27 points, 12 rebonds, 12 passes. Dans une ère où aujourd'hui il y a du triple-double à la volée, à l'époque c'était pas si, à l'époque, c'était il y a 7 ans, on dirait que c'était déjà il y a 15. À l'époque il n'y en avait pas non plus des masses, Tony nous a claqué un petit triple-double en NBA, et donc forcément ça se mentionne. Il y a eu aussi du match à 17 passes, hein, et d'autres avec des plus gros chiffres dont on parlera. Puisqu'on parle des Rockets, il y a eu ce petit dunk aussi contre les Rockets. Interception. Appel Je de pied. Je file en contre-attaque, je prends appel de pied d'assez loin. Boum. C'est un beau dunk, un bien claqué. C'est Tony Et qui allait au-delà- bien mettre.
Ouais, c'est tout jeune, le Tony tout jeune, et justement c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit toute son explosivité, sa vitesse sur ce genre d'action, et on voit aussi genre Tim Duncan qui vient, qui lui caresse la tête comme en mode c'est bien petit, t'es bien petit, tu vois. Les premiers pas, c'est vas-y poupon. Je crois que c'était le premier mec de l'histoire des Spurs qui dunkait, non? Non, c'est pas ça. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il était jeune Tony, donc forcément avec des grosses gambettes comme ça. Ah, je déconne, Sean Elliott. Non, mais en même temps je limite... connais Sean Elliott, calmez-vous voilà. les fans des Spurs. Ouais, George Gervin. George Gervin, tu rigoles, c'était pas. Ouais, il devait pouvoir dunker, mais c'était pas un gros dunker. Non, il a juste fait des dunk contests. Non, c'était pas un gros dunker spectaculaire en match. C'est pas Sean Elliott, hein. Non, mais. Si, c'est Sean Elliott, George Gervin. Il y a eu dunk contest. On apprend tout le temps. Il y a eu dunk contest. On en apprend tout le temps, c'est bien avec les Spurs. D'autres petites mentions qu'on a un petit peu, qu'est-ce qu'on a mis? Ses débuts avec le PSG Racing, ses débuts pro, donc c'est en 99 si je dis pas de conneries, parce que je crois qu'il fait 2 saisons avec le PSG Racing avant de filer en NBA, où il est dans l'ombre de Laurent Ciara. Quand même. Laurent Ciara qui à cette époque-là est au top, Laurent Ciara qui ira défier les Ricains en 2000 pendant que Tony est champion d'Europe junior. Laurent Ciara, lui, il est en finale des JO nez à nez avec les Ricains. Ah, c'est une bonne formation. Donc, normal, c'est une bonne formation. D'avoir Ciara au-dessus de soi pour. Je pense que c'est un moment important dans sa carrière. Je pense qu'il a dû apprendre. Ouais. C'est la découverte du monde professionnel, même si via son père, il en avait déjà eu quelques avant-goûts, hein, le Tony, hein, mine de rien. Hein, ça aide toujours. Hein. Non, Tony, un fils de pro, hein, mine de rien. De Monsieur Tony Parker Senior. Ouais, Tony Parker Senior, tout à fait. Il y a une belle fratrie. Pour les fans des Spurs qui ont regardé des matchs de merde à la Pelé comme Bibi, il y a un buzzer beater face aux Sixers. Il y a un fadeaway en ligne de fond, c'est en 2009. Il n'y a pas aussi un contre le Thunder avec Ibaka, le petit dribble sur la... Ah mince, tu l'as mis dans ton top 10 ? Ah oui, d'accord, carrément. Bon. Et bon. Face aux Sixers, il y a un buzzer beater en ligne de fond. C'est un match totalement random, hein, puisqu'il le prend, shoot loupé de Ginobili, il prend le rebond, il se retourne, il envoie une cloche. C'est pas tous les jours qu'on met un buzzer beater quand même pour remporter le match. Donc Tony qui se fait après prendre par George Hill, Malik Rose, tous ces copains là. Enfin, je sais pas, mais Malik Rose, mais en tout cas il y a George Hill. Oui, d'autres mentions. On y reviendra bien évidemment de manière particulière, hein, évidemment, mais j'avais pas envie de mettre tout son Euro 2013, tu vois, dans le truc. MVP de l'Euro 2013. Tony Parker, si je dis pas, il est pas MVP? Merde, je dis des conneries. Bah, dans tous les cas, oui, l'Euro, on va en parler. On va en parler, mais son MVP de l'Euro 2013, pour moi, limite, c'est une mention par la taille de son palmarès. Je sais pas comment dire. Bien sûr, le simple fait de soulever la totale. Pause du All-Star Break, le Skills Challenge, Tony l'a remporté en 2012. Eh oui, il était contre John Wall, je crois, Kyrie Irving. Il y avait des petites légendes comme ça déjà du jeu. Bah, Tony, c'est lui qui a montré genre, les mecs, le mec qui a le plus de vitesse et de skills, c'est Bibi. Il en a fait 2-3 comme ça, hein. Je le mets aussi en mention. Il avait remporté le Shooting Stars, pour ceux qui s'en souviennent, avec l'équipe des Spurs. Il y avait Steve Kerr, il y avait tout ça. Donc en duo, quand il est avec Steve Kerr, ça shoot pas mal. Et Tony s'amusait pas mal. Il participait au All-Star Weekend. Pas juste le All-Star Game dont on parlera par la suite, mais il se fait des petits concours. Ouais, mais non, j'ai peur de te spoiler là. De quoi hein? Je vais te spoiler, toi. De quoi? Fanboy, toi. Vas-y, dis, au cas où. Classement MVP. Oui, là tu spoil. Ah, voilà, c'est ça. C'est bien ce qui me semble. Mais d'ailleurs, on n'a même pas parlé. Il est dans ton top 10 le moment où il met une casquette sur sa tête ou pas? Le moment où il met une casquette. Non. Ok, donc on peut en parler quand même. Non, on peut en parler. Ça draft, je l'ai pas mis, tout à fait. La photo, elle est belle. J'ai hésité, hein. Tout à fait. J'ai hésité à le mettre en 10, tu vois, pour démarrer le top 10. Tout à fait. Mais après, j'ai mis autre chose en 10. Mais oui, non, carrément, bien sûr. Parce qu'à l'époque, mine de rien, en 2001. On est en fin fond de premier tour. Et à l'époque, en 2001. Combien il y a d'Européens par draft par rapport à aujourd'hui? Ça se compte sur vite fait. Aujourd'hui, un Européen dans le top 5, voire first pick de draft européen, ça surprendrait personne. Ça se conçoit tout à fait, quand tu vois les Luka Doncic, les Kristaps Porzingis, les Andrea Bargnani, mais même Frank Ntilikina, mine de rien, il a été drafté en 8. Sûr. Alors qu'il a du mal, tu vois, à New York, ça montre aussi le côté genre là on parle de Sekou Doumbouya qui va sûrement être drafté quand même, j'espère pour lui, au moins en loterie, on va dire ça comme ça. Je veux dire, aujourd'hui ça fait plus du tout peur aux scouts américains. Après lui là dans sa draft, Pogazol je crois est 4ème, un truc comme ça, ou 3ème. Donc c'était rarissime à l'époque. Mais c'était une des rares drafts où il commençait déjà à avoir des Européens qui partaient. Ça commençait, mais je trouve qu'à ce niveau-là, je pense que Dirk Nowitzki en 98, Pogazol et Tony sont pour moi... Il y a eu des mecs avant eux,
mais ils sont vraiment pour moi des mecs qui symbolisent un gros changement de tendance où des équipes draftent des Européens pour leur filer les premiers rôles jeunes, tout jeunes, et construire sur eux. Bien sûr, et il y a notamment un autre garçon qui est un peu moins glorifié que ces trois que tu viens de mentionner, Andrei Kirilenko aussi, qui est de cette génération-là. Carrément. Et qui est copain à l'époque. Il a été un peu moins... comment dire ? Il a été fort. Oui, bien sûr. Très fort. Ah, mais il était important très tôt au jazz, Andrei. Je dis pas important, je dis juste genre... il a jamais eu l'importance d'un Tony Parker, d'un Pau Gasol pour moi ou d'un Dirk, évidemment pas d'un Dirk, tu vois. C'était en tout cas c'était ce trio de potes. Le trio de potes c'était vraiment Andrei, Tony et Pau Gasol puisqu'ils venaient de la génération 2000 là qui débarque en NBA 2000, 2001, 2002 et ils ont fait genre on va essayer de faire en sorte que la NBA se diffuse un petit peu dans notre pays, dans notre continent. Oui, et puis je te dis les scouts américains. Mais non, oui, la draft je l'ai pas rentré dans mon top 10, c'est une mention. Et autre mention évidemment pour ceux qui connaissent le parcours de Tony, le Hoop Summit, qui est quand même une étape très importante, il en parle souvent. Le Hoop Summit, on le rappelle, c'est le rendez-vous un petit peu un an avant avec les différents, ou quelques mois même avant, avec les meilleurs prospects qui ne sont pas encore NBA. Tony va vraiment prendre cet événement-là pour montrer que en fait ça peut être un dragster de fou. Je crois qu'il met 29 points au Hoop Summit et il y en a plein qui font la mobilette là, ça va vite, ça va très très vite, il pourrait cartonner en NBA. Ça l'a permis notamment de gratter quelques spots et d'être pris dans Gilbert Arenas. Les Spurs, Tony l'a déjà raconté ça, mais les Spurs le draft en 28. Donc c'est aujourd'hui à posteriori de faire waouh, le style de ouf, tu vois. Mais à l'époque, Tony il l'a raconté, je crois qu'il l'a re-raconté aussi récemment, mais je sais plus si c'est l'interview de l'équipe par exemple où il re-raconte ça, je sais plus. Bref, on s'en fout. Mais en tout cas, genre, il était en contact avec les Spurs qui le voulaient vraiment, qui lui avaient fait part de leur souhait de l'avoir, Tony Parker, en tant que meneur et d'essayer de lui faire confiance et de voir ce que ça pouvait donner dans l'avenir. À l'époque, les Spurs étaient même prêts potentiellement à monter dans la draft, à faire des trades pour monter dans la draft, pour s'assurer d'avoir Tony Parker en 18 ou 19, tu vois, voilà. Ouais, bien sûr, parce que en fait, ils l'ont eu en 28, tant mieux. Parce qu'il y a une autre équipe, ça vous le savez peut-être, qui devait prendre Tony et qui a hésité un quart d'heure de trop, ça s'appelle les Boston Celtics, qui devaient drafter Tony Parker à la base et finalement ils l'ont laissé. Après on connaît la suite. Ils ont pris quoi finalement ? Je sais même pas. Je l'ai plus. Je sais pas. Mais ça va revenir. Ça doit pas être ouf. Non, ça va revenir. Si on se rappelle pas du gars, c'est que ça doit pas être ouf. Et avec l'arrivée à San Antonio, avec Tim Duncan qui fait vraiment les gars, genre là en fait on vient de gagner un titre en 99, genre vous allez mettre un meneur de 19 ans pour qu'on continue à toucher les Lakers. Il s'avère que finalement c'était pas mal comme choix. Voilà dans les mentions. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Tu regardes un peu ? Moi j'en ai 2-3. J'ai peur de toujours spoiler. Non, vas-y, balance, on sait jamais. C'est bête, mais mine de rien, en termes d'impact et d'image, le mariage avec Eva Longoria, qui à l'époque est une star d'une série hyper regardée tout. Alors, ça n'a rien à voir avec le basket, c'est une petite mention comme ça et tout. C'est pas les grands moments en carrière, mais c'est un grand moment de vie. Je sais pas, faudrait demander à Tony comment il voit ça, lui, mais genre, moi, je reste persuadé que dans l'image qu'il a auprès des Américains, ça joue forcément à ce moment-là. Et des Français, Et des Français, mais même au niveau des États-Unis. Bien sûr, au niveau des États-Unis, ça l'aide aussi. Et puis au niveau des Français, moi, le nombre de personnes qui connaissaient pas, genre ma daronne ou mes sœurs, tiens, Tony Parker, il s'est mis avec Eva Longoria. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est. Non, attends, je t'explique. Eva Longoria qui s'est mis avec Tony Parker. Déjà de base. On respecte un peu la hiérarchie. Une série absolument folle qui est passée totalement aux oubliettes face aux Mavs en 2009. Les Spurs se font battre 4-1. Tony est injouable, il a 29 points de moyenne à 55%, il met des quarantaines, des trentaines. Bon, ils se font sortir, mais c'est quand on est en 2009, là, Tony, il a vraiment la rage. Et il y a un match à 43 points, je crois, il y a un match à 38 points en play-off. Il y a un match à 38 points à 16 sur 22 au shoot, je crois, où en fait, rien à foutre. Jason Terry, poche gauche. Là, il est compliqué à défendre. C'est très très tendu. La fameuse gorgette face au Maccabi, qui se fait la gorgette à Bercy, c'est ça ? Ouais. Au Zénith, où il veut taper un dunk qui aurait dû finir comme celui face aux Rockets, et finalement ça c'est ce qui fait bouger la colonne vertébrale un peu, on s'en souvient, vous pouvez la retrouver probablement sur YouTube, vous mettez Tony Parker Miss Dunk, c'est quand même un classique. Voilà à peu près. C'est tout ce que j'ai moi perso. Allez, on va commencer le top 10 ? Top 10 ? Allez, c'est parti pour le top 10 all time. Donc on va démarrer en place numéro 10 des plus grands moments en carrière de Tony Parker. Faudra qu'on lui envoie la vidéo pour qu'il nous dise ce qu'il en pense de ce top 10. S'il aurait fait le même ou pas. Qu'est-ce que j'ai en 10, moi ? Moi, c'est bon, je suis prêt. Hop là. Ta-ta-ta. Titu. Premier start. Premier love, premier start, tout ça. Premier start. Je vais être très premier truc, moi. Je vous le dis tout de suite.
Ça vous fait un petit spoiler. Bien sûr, premier start. Tu as 1h10 aussi. Ouais, c'est sa bonne place, je trouve. Oui, et puis ça démarre bien le top 10. C'est coolos. On est en novembre là, de 2001, donc Tony, de la saison 2001-2002. Si je dis pas de conneries, c'est contre le Magic, je crois. J'avais fait un article là-dessus. Nous sommes le 29 octobre 2001. Non, pas 29 octobre. Non. C'est en novembre. Enfin, on va pas commencer à chipoter. Hein. C'est le 29 octobre 2001. Non, c'est en novembre. 29 octobre 2001, ça doit être la reprise de la saison ou quoi. 6 novembre 2001, contre le Magic. Tu vois, j'ai pris des notes. Non, bien sûr, mais ça c'est l'attitude. Oui, c'est la première fois qu'il devient titulaire, mais donc dès qu'il commence aux Spurs, le premier match, il devient déjà le premier meneur le plus jeune des Spurs. Ah oui, et quand il est titulaire, moi je parle de premier start. Tout à fait. Au bout de 5 matchs contre le Magic, c'est Antonio Daniels ou un truc comme ça, votre meneur à l'époque là. Au bout de 5 matchs. Donc il va sur le banc et Tony il est titu, et au-delà du match qui pas ouf, hein, son match il gagne San Antonio, mais c'est pas un match de ouf, c'est son premier titulaire et tout. Popovic qui se trompe pas, qui lui fait confiance directe, et derrière il y a 1150 matchs de saison régulière titulaire. Tout à fait. Voilà. Il y en aura ça, tu vois déjà. Bon. Tout à fait. Il y en aura quelques-uns de lâchés, évidemment, parce que il y a des gars qui deviennent titulaires, comme par exemple on a vu avec Kobe au début sur le banc et après il ne bougera plus jamais. On le sait chez les Spurs, parfois il va revenir de blessure et il sera pas forcément titulaire. Il y a des saisons où genre, tu sais, il fait 69 matchs dans 68 ans titulaire, mais en tout cas où il y en a plus de 1000 en titu, c'est juste ouf. C'est incroyable cette transition qui a lieu, et au moment où Tony est annoncé titulaire face à Orlando, c'est à l'époque le meneur titulaire le plus jeune de l'histoire de la NBA. Voilà, exactement. Quand même. Donc baloché, l'ami Popovic. 19 ans et 173 jours. Baloché, puisque comme tu l'as dit, en plus, il y avait quand même un petit peu de scepticisme de la part de sa superstar Duncan. Ouais. Bon, après, c'est Duncan, hein. Quand il est sceptique, il fait un petit peu la moue, tu vois, ça va, quoi. Non, mais tu vois, il pète pas dégueulante, quoi, je pense c'est pas. Sûr. Non, c'est l'avantage. Oui. Tiens, qu'est-ce qu'il a ? Il est pas très content. Oh bon, ça va. Qu'est-ce qu'il a fait ? 28-14, moi c'est bien, ça va. Ça va. Ouais, c'est bien. David Robinson l'a pas mal pris sous son aile, au début, Tony. Le petit Frenchman, en plus, David Robinson, en termes de pasteur qui gère toute l'équipe et tout, avec Avery Johnson, classique. Non, c'est pas mal. Donc voilà, premier start. On est d'accord. C'est important. Depuis, ça a changé, évidemment. On voit des meneurs, ils arrivent, ils ont 19 piges et quelques, mais Tony, il y a quand même quasiment 20 ans, c'est ouf. On voit des meneurs, ils se font drafter très jeunes, ils sont bons, mais en fait, ils deviennent jamais titulaires. Ouais. Ils arrivent pas à faire leur trou. Tony, au bout de 5 matchs, il s'est retrouvé titu et il a jamais lâché le poste après. C'est ça. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est fort. En numéro 9, qu'est-ce que j'ai mis ? Ah oui. Je vais le faire un tout petit peu. Je fais pas mon top 10 dans la chronologie, mais là, ça va particulièrement bien dans la chrono. Non, pas moi. Ok. Moi, je change un peu la chrono. Tu vas changer de décennie carrément ? Ouais. Eh ben putain, on se permet. Ta-ta-ta. Qu'est-ce que tu nous as mis en 9 ? Moi, je t'ai mis une grosse série. Le step back sur LeBron en 2013 dans le Game 6. Et moi, je t'ai mis la série face aux Seattle Supersonics. Alors que Bibi, il a 20 piges. Donc tu te tapes Gary Payton. Pour ceux qui l'ont pas vu, il a fait une interview notamment récemment, là, la semaine dernière sur Yahoo, tout à fait, où il parle de son premier vrai gros némésis, genre rival, c'est Payton, parce qu'il se le tape toute l'année à la main et c'est relou, quoi. Et en fait, la première série de playoffs de Tony Parker, il pose ses couilles sur la table, en fait. Il a 20 ans, et d'aller mettre à Payton allez voir Payton en 2000. 2002, il joue encore. Hein. Ouais, tout à fait, en 2002. Il joue encore. C'est plus le Payton de 96, mais ça joue encore. Il est violent, ouais. Et Tony, en fait, va le regarder un petit peu dans les yeux au début de la série, parce qu'il va mettre, en fait, des 15-17 points, et on va faire genre, mais c'est qui cette espèce de dragster un peu culotté qui arrive et qui peut avoir un avenir en NBA ? En fait, c'était pas juste, il a été titulaire et on va voir en playoff. Même en playoff, il élève son niveau de jeu. Et ça, c'était tout de suite les signes d'un mec qui avait vraiment du culot. Beaucoup d'Américains ont commencé à voir ça et se dire, genre, attends, c'est chelou quand même. Du culot, tu dis ? Bien sûr, du culot. Mais beaucoup de gens juste oublient cette série. Très important dans l'évolution de Tony. Beaucoup de gens oublient ce step back aussi. Ouais, c'est parce qu'on a perdu. C'est parce qu'on a perdu le match. Parce que le Game 6... T'as vu, toi aussi, t'as dit on. Parce que c'est on, c'est la France. Les Spurs, c'est la France, non ? C'est pas ça ? Ouais. Non, mais je veux dire par là, c'est un step. Donc il y a environ 1 minute 30 à jouer. On est au Game 6 des finales de 2013. Donc pour ceux qui auraient zappé, c'est le Game 6 où Ray Allen rentre le plus gros shoot de l'histoire des finales NBA. Sur qui ? Sur Tony Parker qui sera sur la photo. Voilà. Bref, les circonstances, on va pas les refaire, je suis pas là pour parler de ça. Un peu plus tôt dans le match, à environ 1 minute 30 de la fin du temps réglementaire, le Heat, donc, qui est donc à domicile, hein, le Heat, mine de rien, si je dis non,
Non, c'est à San Antonio. Si, non, c'est lui qui est à domicile. Si, c'est à domicile. Bah, on se prend le shoot de Rennes sur la gueule. Hein. Oui, c'est à domicile, oui, c'est ça, bien sûr. Oui, t'imagines, Rennes nous met ça au AT&T. Non, mais j'étais en train d'hésiter. Ah, bah pourquoi pas. Non. Un petit silence. Continue. Petite clim. Bref, la plus belle clim de l'histoire. Bref, non. Oui. 89-86, si je cherchais le score. Je crois qu'il y a 80. Attends, tout à fait, il y a 89-86, il y a 3 points d'avance pour lui. Il y a environ 1 minute 30 à jouer. Et là, Montoni, il a la balle. Il se retrouve face cercle un peu à 45. C'est Bronbron qui est sur lui. Ça fait plusieurs défenses que Bronbron a dit Oh. Ça passe plus. Ça va, il y en a marre. En même temps, il a fait tomber le bandeau. Hein. Oh, il y en a marre. Ouais, puis il fait un 4e quart, le Bronbron. Ça va. Bah arrête, il met genre 16 Franchement, points. Ça va. Il met genre 16 points. Il met toute la franchise de la NBA sur son dos. Il fait on perd. C'est bon, on perd post-match. Mais bon, il paraît que c'est Rennes qui voilà. Mais oui, bien sûr. Voilà, bon, bref. Et le Tony, bah il se démonte pas. Il est en galère, ça glisse un peu, puis tout d'un coup, il a l'opportunité. Il fait semblant de driver, les Browns reculent un peu trop, bam, step back derrière la ligne à 3 points. C'est quand même pas... Ça n'a jamais été son point fort, le shoot à 3 points à Tony. Ah non. Non, mais il a beaucoup progressé sur son shoot tout au long de sa carrière, mais le 3 points n'a jamais été son point fort. Et là, il te plante le step back 3 parfait pour foutre tout le monde à égalité. Donc ouais, en termes de culot, de confiance, on est en 2013. La saison 2012-2013... on va en parler. À mon avis, c'est peut-être la meilleure de Tony dans sa carrière. À mon avis, on va en reparler. On va en reparler, c'est sûr. Ça, c'est sûr. L'année 2013, c'est sûr, c'est sa meilleure année. Même s'il n'y a pas le titre, mais désolé, c'est sa meilleure année. C'est un grand millésime. Donc voilà. Donc je ne le mets pas plus haut parce que match perdu, puis pas de titre après. Oui. Mais grosse, énorme action. Énorme action. C'est vrai. On passe en place numéro 8. On va voir ce que ça donne. Là, j'ai mis le buzzer beater dont tu parlais peut-être. Bah oui, quand même, pour ceux qui s'en souviennent, le shoot au buzzer sur le Thunder. Ah oui, tu l'as mis dans ton top 10. Ah ouais. Le petit je vais sur ma gauche. Alors, ouais, forcément. Le petit dribble à gauche, parce que ça, c'est genre limite. C'est un classique. Il y a le flotteur, mais ça aussi. Hein. C'est le classique de Tony, c'est-à-dire que on est en tout début de reprise de la saison en fait. On est en novembre 2012. Donc c'est la reprise, on se dit bon bah ok, on va voir ce que ça donnait. Et puis il y a Spurs Thunder. À l'époque, autant dire que ça se chafouine un peu entre OKC et San Antonio. Parce que il y a OKC qui essaie de prendre les rênes de la conférence Ouest. Il y a San Antonio qui tient bien, on est à domicile. Dernière possession, sortie de temps mort, système pour Tony, qui se décale sur sa main gauche. Greg Popovich il dessine, il fait non Steven Jackson, laisse, je sais que t'aimes pas Tony, mais on va lui donner à Tipeee. Il se décale sur la gauche, qu'est-ce que tu fais Serge Ibaka? On va reparler de toi encore dans le top 10. En retard, pull-up, le poignet est cassé, ficelle, en plus ça claque la ficelle au moment où il y a le buzzer, et donc pour démarrer la saison, c'est la première semaine, pour démarrer la saison, tu as quand même un panier au buzzer de Tony sur OKC, antenne nationale, Tony Parker for the win, avec les mecs de TNT. Il en a pas des masses, des shoots au buzzer en carrière. Il est mis dans ton top 10, celui-là, moi, perso. Je suis surpris, mais bon. Des shoots au buzzer. Ouais, enfin, c'est de la régulière, c'est le début de saison. Des shoots au buzzer contre une équipe avec laquelle tu commences à être rival et du gros monde devant et du talent et de l'animosité. Il fallait le mettre, et je sais pas combien de Français, il y en a aussi. Pour moi, le step back que j'ai dit tout à l'heure en 9, juste avant, est plus lourd. Pour une défaite. Oui, mais le shoot en lui-même est plus lourd. Ah oui, mais c'est une défaite. Ouais, mais là, il est en train de taper le plus lourd. Il est en train de taper un top 10. Mais s'il le rate, c'est pas grave. Non, régulière, tu vois, il y a moins de pression. Tu fais ton top 10 et je fais mon top 10. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, je suis juste surpris. Je suis juste surpris que tu le mettes. Mets ton numéro 7. Tiens, moi j'ai mis le 8, moi d'abord. Bon, en 8, j'ai 41 points, 12 rebonds contre les Suns. C'est quoi, c'est Playoff 2008 Playoff 2008, bon, ça va. C'est une grosse perf. Mais ça va pas plus haut parce que c'est premier tour de playoff. C'était juste pour souligner, tout à l'heure tu parlais des rivalités en mention, je crois, contre les Mavs. Je crois, tu parlais de ça, je sais plus. Non, oui. C'est ça, je sais plus quand on a parlé. Bah, les Suns, c'était pas mal aussi. Dans les années 2000, Tony, Steve Nash, les Spurs, les Suns, ça s'est croisé un paquet de fois en playoff. Je crois pas que les Suns les aient gagnés une seule fois. Bah, si, mais quand il y avait peut-être pas Nash, c'était Dragic qui nous met la pilule en fait. Ah oui, c'est ça, en 2010. C'est vrai, c'est Dragic qui vous la met. Il y avait Nash, mais c'est Dragic qui vous la met. Sinon, toutes les autres fois, c'est. Si, il y avait Nash, mais c'est Dragic qui vous la met, t'as raison. Il y avait encore Tony. Mais bon, c'est vrai que ça va en finale de conf, les Suns, mine de rien, cette année-là. On se prendre en Arthès sur la gueule. Voilà, c'est ça. Là, c'est le match 3.
Le match est important. Le match est clairement un tournant de la série qui sera gagné 4-1, si je dis pas de bêtises, par les Spurs. Oui, puisqu'il y a au début de la série, c'est l'équipe avec le Shaq, celle-là. Donc il y a le shoot de Duncan dès le game 1 pour l'égalisation. Et il y a Tony au match 3 qui met 41 points, 12 rebonds. 12 passes décisives, pardon. Donc il fait la chanson à Steve Nash. On essaye même de lui mettre des défenseurs un peu plus sérieux sur le paletot. Il n'y a rien à faire. On est en play-off. On est encore qu'en 2008, quelque part. Enfin, je veux dire, à l'époque, Tony Parker, il a encore que 25, 26 ans, quoi. Et là, il est All-Star. Déjà 2 fois, je pense. Faudra que je vérifie. Au moins 2 fois. Et là, c'est un statement de plus, quoi. C'est genre, en play-off, je peux porter le bordel et faire la misère à une équipe de l'Ouest, quoi. Son premier gros, d'ailleurs, là-dessus, dans la rivalité, clairement, hein, et il en avait pas mal parlé, c'était la série de 2005, puisque Nash est déjà MVP. Et en fait, les Spurs vont aller jusqu'en finale NBA. Et il se tape déjà Steve Nash, qui est au top, parce que l'autre, il vient de soulever le trophée. Et il lui met 20 points, 4 passes sur la gueule, et il y a un match à 30 points à Phoenix. C'était déjà les débuts de la rivalité un petit peu, quand ça se rentrait dans la gueule entre Spurs et Suns. Mais ils se sont croisés une paire de fois. Et Tony, ça s'est croisé pas mal. Quand il y avait Robert Tony, Torrey, il a joué Steve Nash dans son prime. Hein. Ah ouais, clairement. Et Tony, en tout cas, la série de 2005, si vous pouvez la revoir, c'est pas mal aussi, parce que pour le coup, il fallait se farcir ce qui se faisait la de série mieux. de finale de conf, là. Ouais, c'est ce qu'il fallait se faire de mieux, en fait, en termes de meneur. Il n'y avait pas encore. Chris Paul venait d'arriver. C'est celle-là où le Stoud vous salit ? Non, c'est pas celle-là. Non, c'est 2003. Non, le Stoud 2003 et. Pardon. Non, 2007, je dirais peut-être. Bon, je sais plus. Celle où il met 41 points de moyenne ? Et celle où il vous salit à 37. Ah non, c'est 2005, là. Puisque Manu a les cheveux longs. Et qui met des shoots au milieu de terrain. Bref, voilà, j'ai mis ce petit 41-12 sur les Suns parce que je voulais mettre un peu une grosse perf de playoff. Et bah, allez, on passe en place numéro 7. Numéro 7. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Premier titre NBA pour moi, 2003. Très bien. Je le mets pas plus haut. Et c'est un moment très important de la carrière de Tony Parker. Je le mets pas plus haut parce que ça reste collectif. En 2003, il se retrouve dans une équipe championne. Il est titulaire d'une équipe championne. Il joue tous les playoffs en tant que titulaire. Mais voilà, MVP des finales Duncan. Ginobili, je pense, c'est quand même déjà un cran au-dessus de Tony, je pense, à ce moment-là. Alors, moi, j'ai mis beaucoup plus haut, mais non, mais oui. Je sais pas. Du coup, je trouvais que c'est un grand moment de la carrière de Tony, mais c'est collectif. Ça veut pas dire que c'est moins bien. Ça veut juste dire que j'ai privilégié au-dessus des moments qui n'incombent qu'à lui. Tu vois. Entre guillemets, quoi. Très bien. Tu vois, où il est vraiment le patron du moment. Oui. Là, il est énorme, il est titulaire d'une équipe championne, mais enfin bon... Non, c'est sûr, parce que tu demandes à Popovic, il enlève plus Duncan que Tony Parker quand même. Il y a moyen. Il garde plus Duncan, tu vois. Genre voilà, et c'est normal. C'est sûr. Donc je l'ai mis là en 7, c'est bien. Tu l'as mis en 7. Moi j'ai mis justement il est 6ème du classement MVP en 2013. J'ai hésité à le mettre. Ah, dans le top 10 ? Ouais. Ben, on n'a pas eu énormément déjà de Français qui sont top 6 d'un classement de MVP, c'est quand même lourd, parce que les Spurs font une grosse saison et que Tony... C'est la saison 2013, donc Tony, on est à peu près... 20 points, 7 c'est ça, passes. Il y a 20 points, 7 passes, il y a plus de 50% au shoot, et si je dis pas de bêtises, c'est une des rares saisons où il est à plus de 35% à 3 points. Bon, sur je un crois faible... que c'est pas cette année-là qu'il est le guard qui marque le plus dans la raquette adverse. Je pense que c'était plutôt, mais il y a probablement ça aussi, où c'était les meilleurs pourcentages par le passé, 2013, et c'est là qu'il met plus de points. Ouais. Mais Tony en fait va grimper jusqu'à la 6ème place d'un classement MVP où il y a quand même, on parle de discussion avec LeBron, Kobe. Kobe en 2013, ça m'étonnerait. MVP. Je sais plus, 5ème je crois. Je crois qu'il est devant. Il y a plutôt KD, LeBron. Je crois qu'il est devant Tony en classement. Arrête tes conneries. Ah, tu sais les votes. Hein. Oh la vache, sans déconner. Je crois, à vérifier. Mais dans tous les cas, c'est la seule fois qu'on aura eu un joueur là, meneur français, joueur du mois. Le mec est joueur du mois quand même, Tony. Ah non, mais dans cette saison-là. Parce qu'on envoie des joueurs de la semaine, il a eu 6 fois, je crois, dans sa carrière, Tony, ce qui est déjà pas mal. Hein. Joueur de la semaine, il y a quand même une grosse concu, il y a pas mal de matchs, mais joueur d'un mois, ça veut dire que les Spurs ont été bons, qu'il a été au taquet. Et cette année 2013, comme Alex l'a dit tout à l'heure, on va en reparler plein de fois parce que c'est là que Tony, en fait, tous les astres sont alignés. Hein. On pensait déjà que 2007 c'était pas mal, mais là 2013 c'est la folie. Et d'ailleurs, la 2013 elle est folle parce qu'il est 5ème du classement MVP, pardon, et que la précédente il est top 6, je crois. C'est la saison qui est écourtée. Avec une 60aine de matchs. Je l'ai pas mis moi ça, mais oui c'est bien, c'est important. Ah bah c'est pas souvent qu'on a un Frenchie dans le classement des MVP. Hein. On passe en place numéro 6. Qu'est-ce qu'on a mis ? 6. Moi je vais mettre l'année, tiens.
Qu'est-ce que tu nous as mis? Premier All-Star Game. Premier All-Star Game. 2006. Eh oui. C'est quoi, c'est Houston? Il va où? Où est-ce que se joue le All-Star Game? Je sais même plus. À Denver, Houston? Ce que je sais, c'est que cette année-là, il est sur du 19-20 points, 6 passes, 3 rebonds. Les Spurs ont évidemment en 2006, vous vous en doutez, un bilan plus que sérieux. Ça va. Et Tony commence à être de plus en plus l'un des dépositaires du jeu des Spurs. C'est-à-dire qu'on commence à voir le début d'une transition vers laquelle le jeu de l'une des toutes meilleures équipes NBA reposerait sur un All-Star français. Bon, puis bon, des All-Stars français, je crois pas qu'il y en a eu 50 000 avant lui. Non. Hein? Ni après lui d'ailleurs. Joachim. Enfin, après lui, il y a eu Joachim, mais tu vois, il n'y en a pas eu. Voilà. Pas eu des masses. Donc, ouais, non, 2006, première de 6 sélections All-Star Game en carrière pour cool. Mr. Tony. Ouais, c'est lourd ouais, de voir. Le con avec le Shaq, c'est lourd de le voir faire le con avec le Shaq. Il y a LeBron, il y a Kobe, il y a T-Mac. Il y a T-Mac. Non, mais oui, c'est sûr qu'il y a T-Mac, dis donc, en 2006, il pique, hein. Enfin, tu vois, il y a la grande famille du basket qui se réunit mi-février. Et lui, il est là. Il y a Tony Parker dedans. Ouais, il est sur la photo, carrément. C'est la classe. C'est clair, 6 sélections quand même. 55 points, je l'ai mis un poil plus haut. Eh bien oui, Tony va nous faire son record évidemment en carrière, 55 points et 10 passes. Nous sommes le 5 novembre 2008 face aux Wolves. Alors c'est un match qui va en double prolongation. Pour les gens qui aiment bien en ce moment nous dire que 55 points en double prolongation c'est facile parce que tu as plus de temps pour jouer. Faut arrêter. Non seulement tu as 55 points, non seulement tu as 10 passes, non seulement tu as 22 sur 34 au tir, 9 sur 10 au lancer et 2 sur 3 à 3 points. Donc c'est pas non plus comme s'il avait pris 4000 shoots. Aucun Européen dans l'histoire a mis plus de points sur un match NBA. C'est pour ça que je l'ai mis plus haut. 53 yomp. Ah mais c'est un match régulière, tu sais, c'est pas très important. C'est clair que si ça avait été en playoff, je pense que ça aurait été encore plus haut. Ouais, c'est clair. Mais parce bon, que 55 points en playoff, mec. Parce que par contre, des mecs qui ont mis 55 points en régulière, il y en a quand même dans l'histoire NBA, il y en a quand même quelques-uns. Ouais. Mais t'as raison de préciser, moi c'est pour ça que je le mets plus haut. Aucun Européen. Donc on parle quand même de Dirk Nowitzki, 53 points. On parle de Giannis, 52. Petrovic, ça doit s'arrêter à 45 points. Bargnani a mis la quarantaine. Et puis c'est tout, quoi. Qui c'est qu'il y a eu comme Européen score? Gallinari, il en a mis des. Gallinari, il a peut-être mis. Je sais même pas s'il a 45. s'est monté à la quarantaine. Ouais, voilà. Mais donc c'est lourd. Bien sûr. Et donc 55-10, c'est violent. 7 rebonds. Tout à fait. Ça, je l'ai mis en 6ème. Et toi, tu nous as mis le All-Star Game. Donc le premier All-Star Game. On rentre dans le top 5 ? Ouais. Numéro 5. Alors. « 55. » Je l'ai mis dans le top 5, moi. Parce que je trouve quand même que d'être l'Européen qui a fait le plus gros scoring de l'histoire en NBA, bah merde, quoi. Dire que l'a pas fait, quoi. Yanis, attention, Yanis client pour le faire. Il a 52 points là, il est sur le podium. À 24 piges. Je dois reconnaître que Yanis, si un jour il en claque 60, je serais tout sauf surpris. Qui est déçu. Ouais, voilà, c'est ça, qui est surpris, quoi. Tu vois, avec un petit 24 sur 28 au lancer, là, histoire de bien faire causer les haters. Mais au moins sur la news, on dira Yanis vient de passer Tony Parker. Exactement. Ça, non, mais cool. c'est ça qui est fort. Donc c'est top 5 pour moi cette affaire. Ça, all-time caviar leader des Spurs, on est d'accord? Bah alors je vais tout de suite le mettre parce que je l'ai mis en 4. Ah, tu l'as mis en 4. Comme ça on va pouvoir en parler. On va chevaucher un peu, on va en parler tous les deux. Oui, Tony. Bah oui. Mais alors Serge Ibaka, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va, Serge? On t'a dit sur les pick and roll, ne laisse pas Duncan ouvert. Ça fait 4 fois qu'on te le dit. Il y a 15 points d'avance pour les Spurs, on est sur un match de régulière, mais pas n'importe lequel. Tony peut devenir le meilleur passeur de l'histoire des Spurs. Il fera 8 passes dans ce match. Attends, bouge pas. Action, j'avais noté. Ce qui est vachement intéressant, voilà, il y a plusieurs trucs vachement intéressants. Déjà, au passage, juste comme ça, histoire de rire, il colle 42 pions sur la bouche de Westbrook. On est le 4 février 2012. Donc dans ce match où il devient le all-time leader des Spurs, il colle 42 pions sur la... J'ai dit des conneries? Ah bon? Très bien. Attends, faut que je vérifie. Non, c'est quand j'ai préparé... Attends, il met 40 yomp et il devient le meilleur passeur de l'histoire des Spurs? Je vais vérifier tout de suite. Mais il me semble bien parce que j'ai quand même préparé un peu, parce que bon, les top 10, on les fait un peu au doigt mouillé, mais on prépare aussi quand même un minima. Et il me semble bien qu'il claque 8 passes d'aise, donc ce qui est un score honorable, mais non pas non plus,
impossible à réaliser, tu vois. Mais il me semble bien, on est d'accord, c'est contre le Thunder. C'est contre le Thunder, et tout à fait, nous sommes le 5 février ou le 4 février 2012, comme tu l'as mis, probablement. Je t'aurais pas en ça, je raconte la séquence. Nous sommes donc à un match qui a C'est quoi comme phase de jeu? il y a 15 points d'avance, les Spurs déroulent. Oui, c'est clair. Il y a, je crois, Eric Maynor en défense sur Tony et Serge Ibaka sur Duncan. Et c'est une action typique, un pick and roll entre Tim et Tony, comme il y en a eu, mais des milliers de fois. Tony décale sur la gauche, Ibaka vient aider. Petite passe pour Duncan, hésitation d'une demi-seconde. Les pieds, vous les connaissez, en chasse-neige dans le parquet. Duncan, c'est la spéciale. Il est obligé de croiser les cannes. 42 points avec 9 passes. Avec 9 passes. Eh ben putain, face au Thunder. 16 sur 29 au tir. Ah, le salaud. 10 sur 12 au lancer. Il y a 3 petits rebonds pour la forme. Il y a 2 petites interceptions histoire de rire. Il y a 9 passes d'ess pour devenir le passeur le plus prolifique de l'histoire des Spurs. Pourquoi je l'ai mis en 5e? Et il y a 42 points. Et il y a 42 points sur la bouche de Westbrook. Tony! Oh! Quand même, Doucement, Tony, Et c'est une victoire de genre 11 ou je sais pas combien, t'en bouge pas. Ah, c'est plus marrant, 11. J'avais pas eu tout ça en tête. 42 pions, il a mis des paires. Il en a pas mis souvent, quoi, des quarantaines. La quarantaine, non, carrément. De toute façon, des 42. C'était vraiment la grosse stuff, quoi. Non, parce qu'en fait, je vais devenir le meilleur passeur de l'histoire des Spurs, mais bon, en mettant 40 points, quoi. En assurant la victoire, parce que du coup, 42 points dans un match que tu gagnes de 10, 20 de 11, voilà, quoi. Ah, bah ça. Donc ça, moi, je l'ai mis en 4. Bah oui, je comprends. Parce que, en plus, dans une franchise comme les Spurs, qui est quand même très axée sur le collectif, où tu n'as jamais eu, tu auras peut-être un jour, mais un meneur à la Chris Paul, à la je sais pas, à la James Harden. Bon, il n'est pas tout à fait meneur, mais il a beaucoup la balle en main, à la Westbrook, ou ces gars-là qui sont donc des meneurs qui vont tourner longtemps à 8, 9 ou 10 passes par match. Aux Spurs, j'aime bien avouer Johnson. Ah non, mais il y a très peu de monde. On est d'accord, Vinny Del Nero peut-être, tu vois. Le salaud. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Genre, en fait, il peut rester longtemps le meilleur passeur all-time des Spurs, Tony Parker. Ouais, ça va, s'il fait pas le fond et que Dejounte Murray reste. Arrête. Il pourrait. Tu vois, non, mais ça peut durer longtemps. Ah, non, donc ça, c'est beau. Ouais. Bah, ça revient à ce qu'on avait mis en 10e, c'est que le mec, quand t'es titillé au bout de 5 matchs, forcément, tu vas commencer à empiler les caviars, quoi. C'est quoi ça que t'as mis là? Alors, c'est lequel? Shoot LeBron, parce que moi j'ai mis le step back, c'est pas le step back. Non, moi c'est le déséquilibre. C'est le game winner. C'est le game winner. Déséquilibre total. Celui sur lequel j'ai fait un article de 1000 mots juste sur un shoot là. C'est ça. Pour fêter la retraite de notre ami Tony. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Bah je l'ai. Mais je l'ai pas mis dans mon top. Si. Je voulais vérifier. Oui, je l'ai mis en 3. Ah ouais. On y va. On se chevauche, on y va. Donc il va y avoir un décalage. On sent que Alex va découvrir un truc chelou dans mon top 10. Oh non, je crois avoir compris ce que t'as fait là. Tu vas voir. J'ai compris ce que t'as fait là, je t'ai vu venir. Le shoot en déséquilibre, souvenez-vous, 2013. Possession de fin de match. Il y a 2 points d'avance pour les Spurs. Il faut close out. C'est vraiment la possession. Genre, elle peut mettre le couvercle sur la rencontre. Là, la possession de merde. Et puis la possession est dégueulasse. Tony en parle, il dit j'allais perdre la balle 8 fois. Premier screen, Mike Miller il fait le taf, il l'empêche de prendre son tir. Deuxième screen, c'est Chris Bosh qui fait bien le taf, qui empêche Tony d'aller au cercle. Ouais. Il est obligé de reculer, là c'est LeBron qui est sur lui, il reste 4 secondes sur l'horloge de tir. Et alors LeBron 2013 sur toi. Et là il glisse, il est à 2 doigts de la perdre vraiment. L'arbitre, quoi? Ouais, pardon, j'ai rien vu. Attends. Et là Tony il a quand même un sang-froid, c'est là où cette action est incroyable. Présence d'esprit de sang-froid de malade. Genre petite feinte, LeBron sort de son short. Alors, j'ai pas compris, je comprendrai jamais. Avant même la feinte, il regarde l'horloge à l'opposé du terrain parce qu'il peut pas la regarder à ce moment-là. Non, c'est compliqué, mais en tout cas, il a la présence d'esprit de capter qu'il a le temps de caser une petite feinte sur laquelle LeBron, je te dis, sort de son short de ouf. Bon, alors après, il a des bras de ouf, il est quand même près. Mais suffisamment. Et il est près du contre. Oui, mais il le sort suffisamment de son short Il le sort suffisamment de son short pour et Tony se jette vers l'avant parce que s'il se jette tout droit en l'air, il se fait contrer. Il se jette vers l'avant et là, il fait un espèce de petit runner un peu foirax en déséquilibre total avec la planche, et ça rebondit sur la planche 2 fois sur le cercle et ça finit dedans. Le cri rageur. Plus 4, on monte les muscles. Ah ouais. L'arbitre qui review la séquence 10 fois. Terminado. Bien sûr. Et les arbitres sont obligés de regarder la séquence 10 fois parce qu'on est vraiment très très juste. La balle elle sort des doigts, il reste 0-0 sur l'horloge. Bon après on sait la suite de la finale. C'est pour ça que je peux pas le mettre. Ça c'était le game 1. Ce gros bâtard. Ça c'était le game 1, mais Tony Parker en finale NBA face au Heat champion en titre, il a LeBron James qui est à cette époque-là. Je veux bien que de temps en temps il y a des débats, mais là il y en a pas. C'est le meilleur joueur de la ligue, hands down, men's down, tout ce que tu veux down, tout ça machin. On est d'accord. Il est sur lui et l'autre il panique pas et il te met un énorme shoot. Un énorme shoot, ouais. En finale NBA. Un lucky shot comme on aime. Et ouais, un game winner de finale NBA, c'est quand même. En même temps bien maîtrisé. Bien sûr. Donc moi je l'ai mis en 3. T'as mis quoi en 3?
Allez, t'as mis ses finales 2003. J'ai mis ses finales 2003. D'accord. Parce qu'en fait... Là où moi j'avais juste mis le premier titre en... Au 8ème, 7ème 7ème. En fait, déjà il y a un aspect très personnel, c'est que 2003, moi je dois avoir 12-13 piges, et donc pour se renseigner sur la NBA, il n'y a pas non plus énormément de trucs, on n'est pas encore sur Twitter, sur Facebook, tout ça, on achète des magazines, on lit la presse. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que au bout de 3 matchs de ces finales, Tony est dans la discussion pour être le MVP des finales. C'est-à-dire qu'il met 21 points de moyenne sur les 3 premiers matchs, il en met 26 dans le game 3, alors que Duncan, bon, il démarre bien, mais je veux dire, on est en train de voir, on parlait tout à l'heure de mettre la tannée à Nash, Jason Kidd. Il est en train de tenir tête face à Jason Kidd, et tu vois Tony Parker se dire genre, ok, là j'ai une opportunité, surtout que, depuis quelques mois, on parle quand même à San Antonio de peut-être signer Jason Kidd. Et Tony, compétiteur comme il est, chiant comme il est, il va faire, je m'en bats les couilles, Duncan, Pop, Robinson, tout ça, c'est moi le meneur des Spurs. Et je vais vous le montrer, il a quoi ? Il a 21 ans, il a 22 ans, Tony, sur ses finales. Je crois qu'il a 22 ans, un truc comme ça, 21 ans, ouais. Et il va prendre Jason Kidd, il va faire genre, ok, bon, sur la suite de la finale, les Nets vont s'ajuster, et donc forcément Tony va moins scorer, et Duncan va être monstre, avec Steven Jackson, on s'en souvient dans le Game 6, le gros jubilé pour David Robinson. Mais en fait, les 3 premiers matchs de Tony, moi j'ai vu ça, j'ai fait, attends, je suis en train de me mettre au basket là, et il y a un Français qui en fait peut être MVP, dans la discussion des MVP des finales, là, à 21 ans, enfin c'était ouf. Genre j'ai dit aux commentaires, la totale. Juste les finales au complet de Tony, et le fait que Duncan, qui voulait lui potentiellement avoir Jason Kidd en signature normale à San Antonio, à l'époque, tu veux quoi, Jason Kidd ou Tony Parker, c'était normal en 2001 de penser ça. C'est encore normal même en 2008 enfin, je veux dire, j'adore Tony, mais c'est peut-être pas non plus la même classe all time. On peut faire des classements comme on veut, mais bon, voilà. Et Tony va tenir tête. Et grâce à cette série, je pense notamment que la confiance des Spurs en tant que franchise va vraiment se solidifier. Ils vont dire, bon, faisons-lui confiance, il a du culot ce gamin, on va lui donner la suite. Et la suite, on le sait, c'est 2005, 2007, 2013, 2014, pardon. Tu vois, il y a encore des restes. Donc ce sont les finales NBA de 2003. Si vous pouvez vous faire le Game 3. Moi en 3, donc j'ai mis le shoot game winner sur le Game 1 face à LeBron. Oui, c'est ça. Je l'ai mis en 3. Et donc là, on passe en 2. Là, on a le même ordre quand même. Là. Non. Bon. Je pense pas. Ouais. D'accord. Enfin, on va voir. D'accord. Donc du coup, on a mis un chacun. T'as mis ça en 1 et moi j'ai mis ça en 1, quoi. On parle de donc Alex qui nous a mis en 2 le MVP des finales 2007 et en 1 le match entre France et Espagne en 2013. Et moi j'ai mis l'inverse, j'ai juste mis le MVP des finales. Parlons de ces 2 grands moments qui sont, je pense qu'on est d'accord, les 2 et après il y a les copains. Oui, bien sûr. En le faisant. Bien sûr. Moi j'ai mis les 2 et après j'ai fait bon, on va essayer de compléter. Bien sûr. On est d'accord. MVP des finales. Oh. C'est pour ça que j'ai mis en 1. Oui, mais quand même. Non, mais voilà. Non, mais attends. Un C-franc avec un drapeau français, avec le Larry O'Brien Trophy et le Podolov. Non, pas le Podolov, le Bill Russell Trophy à l'époque, quoi, mais il n'était pas encore Larry O'Brien. Ah oui, non, pardon, le trophée de MVP des finales. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens avec Thierry Henry qui monte sur le podium. Ça n'a aucun sens. C'est énorme. Oh putain. Non, mais attends, c'est énorme. Mais c'est avant de dire que 2011, quoi, le premier européen MVP des finales. Ouais, non, bien sûr, premier européen. C'est pas par comparaison, c'est pour qu'on raconte les 2 stories. Non, mais bien sûr, mais c'est complètement énorme. En plus, en fait, il a 25 ans, quoi. Il est pas non plus, tu vois. Il fait une série à 24 et quelques points, j'ai noté. Il leur met la tannée. Alors après, Eric Snow ou Bobby Gibson. Ah, mais ils sont sur les rotules. Le truc, c'est que c'est normal que Tony leur mette la tannée. Par contre, à ce point-là, et les 4 matchs. Et que la série, elle aille aussi vite. Grâce à Tony. Bon, Manu, ça va, il est pas dégueulasse non plus. Non, Duncan, il fait encore très très mal. Et Bowen, il a un impact sur un 23. Et puis, je te cache pas que Bruce Bowen. Fabricio Berto, Francisco Elson. Bruce Bowen, on serait en 2015, on serait aux Warriors, il aurait été MVP des finales, si vous voyez ce que je veux dire, Bruce Bowen. Non, stop. Quoi. Non. Et LeBron, c'est de loin, c'est limite l'une de ses pires séries de playoffs, tu vois, genre. Il essaye comme il peut, le pauvre, mais bon, dépucelage en finale. Après, il a vraiment pas le squad autour. Il y a une équipe de malades en face. Honnêtement, une équipe de malades trop forte. Mais il est vrai que celui qui, à chaque match,
fait pencher le délire et met les coups qui font mal et imprime le rythme. En fait, cette finale, c'est un sweep. Elle est jouée au rythme de Tony Parker et il est là de A à Z. Alors c'est vrai qu'il n'avait pas en face de lui des gros meneurs. Non. Bobby Gibson, je l'aime bien. Eric Snow, bien sûr. Bien sûr. Mais bon, le Tony... Mais il a les 2 pieds sur l'accélérateur en fait. 2 pieds sur l'accélérateur de A à Z, du début à la fin de ses finales. 24,5 points, 5 rebonds, un peu plus de 3 passes, 57% au tir. Et dans le scénar, parce que le Game 1, ça score, ça galope, Drew Gooden il en peut plus, Game 2, il Goskas, il tire la langue parce que ça galope encore. Quand on va à Cleveland, le Game 3 est dégueulasse, et le plus gros shoot du match, c'est un shoot à 3 points de Tony pour close out. Et le Game 4, quand Cleveland revient, le run, pour aller chercher le titre, c'est Tony qui le fait. Il a ses empreintes, il n'y a que 4 matchs, mais il a ses empreintes il a les 10 doigts sur les 4 matchs. Tout à fait. C'est ouf. Tout à fait. Et la photo est incroyable. Moi j'ai eu le poster, dossier, moi j'ai eu le poster Tony drapeau, attends mais drapeau français sur les hanches, 2 trophées dans les mains sur mon mur. Moi il est resté 5 ans le poster. C'est une dinguerie cette photo. Quand est-ce qu'on va revoir un MVP des finales français? C'est une dinguerie. Et quand est-ce qu'on va revoir l'équipe de France aussi forte? Championne d'Europe. Championne d'Europe, il y a le titre en lui-même. Mais justement, moi j'ai pas mis le titre en 1, je mets la demi-finale contre l'Espagne. Ouais. Le titre, c'est magnifique, c'est génial. La finale contre la Lituanie, on les salit. Savais qu'on allait les salir. On les salit. Le quart de finale, les Slovènes, ils sont chez eux. Tu parles, on les salit aussi. Mais cette demi-finale, pour moi, c'est le chef-d'œuvre de Tony Parker. Alors moi, pour moi, c'est le chef-d'œuvre de la carrière de Tony Parker. C'est cette demi-finale du début à la fin. Moi, c'est le speech, tu vois, que j'ai mis uniquement. Il y a le speech à la mi-temps. Et Canal+ nous a fait un intérieur sport incroyable là-dessus. On a tous envie de chialer à chaque fois qu'on le revoit et tout. Mais faut pas oublier le match de Tony Parker. Je veux dire, moi, je parle pas de la défense. Sans lui, il n'y a pas ce speech. Moi, je parle pas de la défense. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, on rentre au vestiaire, il y a 34 points Espagne, 20 points seulement pour la France. Tony, il en a mis 14 des 20 points. 14 des 20 il n'y a que lui qui arrive à scorer. Bien sûr. C'est Boris qui le dit. Et c'est il y a que lui qui arrive à scorer. Et c'est ce qui fait que quand il arrive au vestiaire, il est en feu, quoi, parce que l'autre, il en peut plus. On n'arrive même pas à remettre la balle en jeu. Ça se voit sur un visage, ils nous prennent pour de la merde. Moi, je parle pas de la défense, on joue avec la fierté, les gars. C'est le speech. Puis après, ce truc genre... Tu sais quoi, Antoine? Oublie-moi. Annonce des systèmes pour Nando, pour machin. Tiens, annonce même des systèmes Nando, pour je sais pas qui. Non, j'exagère, il a pas dit ça. Mais tu vois ce que je veux dire, il y a de ça. Donc ce speech est énorme. Moi, je m'en fous si on perd. On joue avec notre fierté. Ce Tony Parker, on s'est foutu de sa gueule quand il avait 19-20 ans parce qu'il parlait un français. Des fois, tu vois quoi, wesh. Il était chez les Guignols. Un peu en mode Guignol, Peura, machin et tout. Et là, le mec... Il montre à tout le monde, genre, en fait, si je domine en NBA depuis 12 ans, c'est pas genre comme ça du hasard, en fait. Ah non, bien sûr. Et là, il te fait le speech de ouf. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est la globalité de ce match. Je veux dire, il a mis 32 points. Pour dans un match l'Espagne, en plus. Les 32 points dans les matchs FIBA. Bon, il y a Pogazol, des fois, il en met 40. Ok, mais sinon, 32 là, points. Avait... Tu vois, genre, c'est sale. Bien sûr. Et là, il y avait quoi? Il y avait Marco, Sergio Llull. Je sais plus qui est en face. Rudy Fernandez, José Calderon, Pogazol, Marc Gasol. Non, il n'y a pas Pau. Il n'y a que Marc. Il n'y a que Marc, je crois. Mais ouais, non, c'est fou. En fait, le comeback est incroyable. Juan Cannavaro, José Calderon, la Sergio flagrante Llull, de Boris et tout. La flagrante de Boris. Tout ça, pour moi, c'est le plus grand moment de l'équipe de France, aujourd'hui, à aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Et en fait, ce moment... Il existe parce que c'est le chef-d'œuvre de Tony Parker. Et sûr. Après, on peut discuter, est-ce que le MVP des finales, tu le mets en 1 ou est-ce que tu mets ça en 2? Moi, ça me rend ouf. Ok, bon, on discute. Mais émotionnellement parlant, moi, en termes de fan de basket, pas moi. Alors, pas moi du tout. En fait, c'est juste que c'est des trucs différents puisque là, 2007, en fait, il est 3h du matin et on voit un mec qui va être MVP des finales. C'est un truc qui est inconcevable. Moi, je me souviens, je comprenais rien en fait à ce qui se passait parce que tu te disais, c'est pas possible, il va y avoir une couille. Il y a moins le côté aboutissement. Je suis d'accord, dans le scénario, je comprends bien. Moi, c'est pour ça que je l'ai pas mis en 1. Mais en fait, quand en 2007, il y a eu un boom derrière parce qu'il se marie 2 mois après avec Longoria, il y a un Tony Burger chez Quick. Enfin, il vient, il fait les plateaux TV. Moi, je dis genre, ouais, les gars, en fait, le basket était déjà pas mal en 2013. Il commence à évoluer. Il nous manquait un truc avec le DF.
Évidemment, si vous mettez en 1 normal, et moi j'avoue, il y avait des potes, ils parlaient jamais de basket. Ils ont vu, attends quoi, le mec il a peut-être à l'échelle du basket, on se rend pas compte de ce que c'est le MVP des finales. What? Mais par contre, en termes d'aboutissement de carrière et de chef-d'œuvre, c'est ce match-là. C'est ce France-Espagne en 2013. Je veux bien. On est dans la merde, on rentre au vestiaire, on est au fond du trou. Et si Tony n'avait pas fait une énorme première mi-temps, il y aurait peut-être même pas eu ce truc en fait. Bien sûr. En fait, il nous porte de bout en bout sur le terrain, dans le vestiaire à la mi-temps, en deuxième mi-temps parce qu'il en remet 18 l'autre. Hein. Genre il fait pas semblant. Non, bien sûr. Tu vois, genre je pense que les 3 qui collent. Je pense qu'il doit être dispo. Ceux qui peuvent essayer de le revoir évidemment parce que c'est un classique. Les finales 2007 normalement elles sont aussi dispo. Il y a du highlight dans tous les sens. Il y a du documentaire qui a été fait aussi sur ces 2 grands moments. Ce sont les 2 plus gros qui se séparent du lot et qu'on met tout en haut parce qu'après vous pouvez mettre du 6 leaders, du 55 points, mais bon, ça reste quand même un cran en dessous de ces 2 gros moments, quoi. Je suis d'accord. Ce sont ces 2 plus beaux moments en carrière, 2007-2013. Justement, on monte le gros tableau. Allez, le gros tableau made by Léonce, donc. On a mis tout en haut du MVP des finales de 2007 et le match face à l'Espagne en 2013. Ce sont les 2 plus grands moments en carrière de Tony Parker qui, ça y est, a pris sa retraite. Le meilleur, le plus grand basketteur de tous les temps. Après, on peut débattre comme vous voulez, mais pour le coup, ici, on sera juste unanime dans l'équipe de Trash Talk. Bah oui. Enfin, à un moment donné. Si, mais il y en a, tu sais, qui discutent un peu. J'ai vu un peu, ils sont là, tu sais, quoi, du buisson, machin, au niveau talent. Ah, au niveau talent, on peut débattre. Oui, bien sûr, au niveau talent. Genre, il y a des joueurs français qui, en termes de talent, vont rivaliser potentiellement avec Tony. Plus grand de tous les temps. En termes de mental, de carrière, de palmarès et d'aboutissement réussi, quoi. Ouais. Et on va voir, bien sûr, et il en reste d'autres, peut-être à venir. C'est-à-dire qu'on va voir, Tony, il le dit lui-même, il n'a pas prévu de s'arrêter. Peut-être qu'il va nous emmener l'Asvel, ne sais-je. Peut-être qu'après il va, comme il a mentionné, c'est un rêve, revenir en NBA et être dans le management ou à la proprio d'une franchise NBA par la suite. On verra ce que ça va donner. Dans tous les cas, il fallait bien qu'on rende cet hommage. Merci Tony pour tout. Cimer Tony. Incroyable carrière, incroyable impact, patrimoine de Guedin. Des bisous à tous, excellente semaine et à très vite sur Trash Talk. Ciao. Bisous, ciao.